D'accord, mesdames, messieurs, voilà, toutes mes excuses, une erreur dans le titre de mon invité. Je vous reçois pour vous aujourd'hui, donc, docteur Ghislain Santos. Il est médecin, gynécologue, il est commissaire divisionnaire de police et non contrôleur. Et donc, il est dans ce studio pour qu'on parle d'un sujet important. Peut-on donc banaliser cette pandémie du coronavirus? Docteur Ghislain Santos, bonjour. Bonjour, Je vous appelle docteur ou je vous appelle divisionnaire? Qu'est-ce que vous pouvez... Docteur. D'accord, d'accord. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et docteur, on observe aujourd'hui quand même un comportement de négligence chez certains Béninois. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai même vu une dame suisse-émidienne qui a encore craché sur la route. Je lui disais, il est interdit désormais de tracher, madame, vous ne savez pas ce qui se passe. Et donc, dans le monde entier, nous sommes déjà à 537 634 contaminations, en dehors de ceux qui sont décédés. Bien sûr, ceux qui sont décédés sont au nombre de 151 809. Ceux qui sont décédés sont plutôt au nombre de 33 997. Et ceux qui sont guéris aujourd'hui sont au nombre de 151 809. Docteur Ghislain Santos, doit-on banaliser le coronavirus chez nous au Bénin? Okay. Cher ami Mouri, bonjour. Et alors, rien que ces chiffres nous prouvent, s'il en était encore, que cette affection, on doit la prendre au sérieux. On doit la prendre au sérieux parce qu'une affection qui, en quelques jours, cette histoire a commencé maintenant, ça fait à peu près un mois et demi, on est déjà à plus de 33 000 décès. Ça veut dire que c'est une affection qu'il ne faut pas banaliser. Et c'est à tort que les gens continuent de banaliser. Mais vous savez, l'homme étant ce qu'il est, dans toute situation, il y en a qui prennent les choses au sérieux, il y a d'autres qui banalisent. Et au vu de ce qui se passe et du taux de contamination, si nous suivons les informations, je crois qu'on a tort de banaliser cette affection. Parce qu'elle fait des dégâts, elle constitue une affection grave. Il suffit de suivre le chef de l'État dans sa sortie du week-end pour voir la gravité avec laquelle il expliquait ce qui se passe par cette affection. Donc je crois qu'on a tout intérêt à prendre ça au sérieux et à savoir que c'est déjà sous nos cieux, c'est déjà au Bénin. Et une fois que c'est dans un pays, on a encore plus des raisons de prendre les choses au sérieux, de s'inquiéter un peu et de se prendre vraiment au sérieux. On ne comprend pas pourquoi les Béninois ont donc ce comportement de, comment je vais dire, de non-croyance par certains en cette maladie, alors que dans tout le monde entier, ça se passe. Il y a eu déjà des morts à côté. Il y a encore des cas de contamination au Niger, par exemple. Les mesures préventives sont quand même simples. Est-ce que vous voudrez bien sûr nous les rappeler, docteur? Alors oui, tout à fait. Les mesures sont simples, parce que, fort heureusement, si je peux m'exprimer comme ça, avec des mesures simples, on peut éliminer ou éviter la propagation de cette affection. La première mesure, et celle que je conseille le plus, et j'insiste le plus là-dessus, c'est le lavage systématique des mains. Rien que par cette méthode, on élimine suffisamment de cas de contamination. Toutes les fois qu'il est possible de se laver les mains, il faut le faire. À défaut, utiliser le gel hydroalcoolique. Mais je pense qu'il faut... Oui, vous l'avez là, M. Maury, et ça fait plaisir de savoir. Alors, il faut vraiment, toutes les fois que c'est possible, se laver les mains à l'eau et au savon. Notre savon simple qu'on a à la maison peut régler le problème. Tout à l'heure, en rentrant dans la maison, j'ai vu que vous avez pris la disposition à l'entrée déjà, et systématiquement, tous ceux qui rentrent dans la maison se lavent les mains. Donc, c'est déjà une manière de contribuer à limiter la propagation de cette affection. Les autres moyens, c'est ne pas cracher, vous l'avez signalé tout à l'heure. Si nous devons tousser, se protéger la bouche en toussant, de préférence au niveau du creux du coude. Est-ce que vous voulez expliquer pourquoi il faut le faire ici? Parce que les gens pensent que c'est peut-être... on le fait par comédie. Ah non, c'est pas par comédie. Vous savez, cette zone, là, le creux du coude, est une zone qui dans les contacts,
C'est très rare. Voilà, c'est pour ne pas envoyer le virus dans la main. Directement dans la main, parce que même si on se lave les mains, si je le fais à un moment donné, à un moment T, le temps d'aller peut-être à la porte, je n'ai pas souvent l'eau, je n'ai pas le gel hydroalcoolique, j'ai le temps de contaminer d'autres personnes. Alors qu'avec le creux du coude, la distance, sa position fait que la contamination ou la propagation va être un peu plus, limitée que si on utilisait tout le temps la main pour le faire. Nous devons respecter une distance de 1 mètre entre personnes. Et c'est pour ça que le gouvernement n'a pas mis les gens en confinement, a dit on peut continuer nos activités, mais de veiller à ce que entre individus, qu'on ait une distance de 1 mètre pour éviter le passage facile de ces virus qui passent par la salive, qui passent par les gouttelettes que nous émettons en toussant et autres. Donc c'est toujours pour limiter cette facilité à se donner l'affection que cette mesure-là est prise. Je crois qu'avec ces mesures, déjà, nous pouvons contribuer déjà à limiter un peu la contamination. Alors, deux autres questions. Quand on parle de gel hydroalcoolique, certaines personnes pensent que quand on utilise ce gel-là dans la main, c'est fini, on peut se permettre de manger. D'autres ont dit que ça fixe le virus. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu le rôle de ce gel hydroalcoolique? Alors, on sait par expérience on sait déjà que l'alcool, en réalité, et c'est vrai, fixe les microbes ou fixe ce qu'on a sur la main quand on l'utilise pour nettoyer. Ça les fixe sur la peau. C'est-à-dire que si vous voulez, ça empêche un menté les éléments puissent être dangereux pour autrui. Actif, voilà le mot juste. Donc, ça les fixe. Et c'est en cela que je disais, pour moi, la meilleure façon, c'est de laver les mains à l'eau et au savon. Même après le gel, si vous êtes dans des conditions où vous touchez à des choses... Exactement. Ponctuellement, nous pouvons utiliser le gel hydroalcoolique, mais l'idéal, et toutes les fois qu'on a l'occasion, c'est aller à l'eau et au savon. L'autre chose, c'est la bavette. Faut-il être tout le temps en bavette désormais? Les gens vous regardent comme, je ne sais pas, bizarrement. Où est-ce qu'il faut mettre la bavette? Ou c'est à tout moment qu'il faut... Quel est son rôle, en fait? Alors, le rôle de la bavette, c'est... je vous l'ai dit tout à l'heure, les virus passent par les gouttelettes de salive que nous émettons en tout ça, ou même en parlant. Voilà. Donc, alors, le rôle de la bavette, c'est d'abord protéger ou éviter que celui qui porte la bavette ne puisse envoyer des virus à l'extérieur. Et c'est pour ça, dans votre conseil tout à l'heure, on disait, toute personne qui a le rhume, par exemple, doit, par mesure de précaution, mettre la bavette pour limiter. Mais celui qui est en face de vous aussi, quand il le met, il évite d'attraper facilement les gouttelettes que vous auriez peut-être pu émettre à un moment donné. Donc le rôle de la bavette, c'est de filtrer, éviter ce passage facile vers les voies aériennes. Voilà. Alors, on devrait, je pense, de mon point de vue personnellement, on devrait le mettre de façon systématique, puisqu'on ne sait pas qui on a en face de soi, on ne sait pas à quelle étape il est dans la contamination en griffe, en sachant qu'il y a 14 jours d'incubation avec ce virus. Donc, vous pouvez le contacter aujourd'hui et pendant 14 jours, vous n'aurez aucun signe. Vous serez en train de contaminer seulement les autres. Vous pourrez éventuellement contaminer les autres. Vous pourrez éventuellement connaître. Donc, éventuellement. Parce qu'il y a des porteurs sains. Tout à fait, il y a des porteurs sains. Donc, voilà. Donc, en prévision de tout cela, l'idéal aurait été que le port soit plus ou moins systématique. Mais dans certaines conditions, ça devient systématique. Par exemple, dans les hôpitaux, nous autres, puisque nous ne savons jamais à qui on a affaire. Dans les hôpitaux, ça doit être à ce niveau-là, au moins, ça doit être systématique. Voilà. C'est systématique. Dans les lieux ou dans les commerces, on va le marché, ça va être des endroits où on est censé normalement porter. Pour se protéger, mais protéger aussi ceux qui sont en face de nous. Pendant combien de temps doit-on utiliser la bavette, docteur? Et on a vu une vidéo circuler où on pouvait croire à une allergie. Est-ce que c'est un montage? Ou un ami qui me disait hier, non, ne mets plus la bavette parce que j'ai vu une vidéo où la bouche de la personne s'est enflée. Avez-vous vu cette vidéo? Est-ce qu'on peut souffrir d'allergie si on garde trop ce truc à la bouche? Pendant combien de temps doit-on mettre la bavette? Alors, on va changer la bavette. Oui, très bien. Et je n'ai pas vu la vidéo dont vous parlez, donc je ne saurais me prononcer formellement là-dessus. D'accord. Et tout dépend de la qualité, parce qu'en termes de bavette aussi, il y a plusieurs types il y a plusieurs qualités. Ok?
il y a plusieurs qualités. Mais ce qui est admis avec ce que nous utilisons communément sur le marché, en tout cas ce que nous utilisons pour notre petite course, c'est normalement toutes les 6 heures, si je me trompe, toutes les 6 heures, on doit pouvoir changer. Dans la pratique, ce n'est pas chose aisée. Ce n'est pas chose aisée, on le reconnaît. Mais il faut le changer plusieurs fois dans la journée. Surtout si on est dans des situations ou dans des surfaces ou dans des espaces où le risque est grand. Oui. Le risque est grand. Dans les hôpitaux, par exemple, chez nous, pratiquement toutes les 3-4 heures, nous demandons aux collaborateurs de changer. Oui. D'accord. Oui. Docteur, est-ce que vous avez, vous n'avez pas à vous demander, vous avez forcément, une fois encore, un message à lancer à ceux qui nous suivent, aux Béninois qui doutent encore de l'existence de cette maladie qui est quand même chez nous et qu'on est en train de, contre laquelle on est en train de mener une lutte. Si j'ai quelque chose à dire, c'est dire à tout le monde que la lutte contre cette pandémie est une lutte collective. Nous sommes tous embarqués et chacun à son niveau doit jouer sa partition pour préserver l'autre. Chacun de nous doit faire l'effort, toutes les fois que c'est possible, de respecter les règles qui nous sont édictées par le ministère de la Santé, mais aussi par le gouvernement dans la gestion de cette pandémie. C'est-à-dire que cette affection qui englobe tout le monde, il n'y a aucun pays qui soit épargné. Notre victoire en dépend. Si nous respectons correctement les mesures, nous avons toutes les chances d'éviter des complications, d'éviter une propagation de l'affection sous nos cieux et de reprendre plus facilement, plus rapidement nos activités. Si nous ne nous respectons pas, nous allons tous faire les frais de cette affection. Donc je nous exhorte à prendre conscience de la situation, de la gravité de la situation. Et que ceux qui ne croient pas encore, qui n'attendent pas de voir des cas, parce que j'ai rencontré quelqu'un le week-end passé, me dit, tant que lui n'aurait pas vu un cas de personne malade, il n'y croira pas. Alors que ce n'est pas nécessairement une affection dont les manifestations sont visibles. Les affections ne sont pas nécessairement visibles. Donc, et on ne va pas l'amener en réanimation pour aller constater nécessairement. Non, pas du tout. Donc, on a intérêt à croire. Quel intérêt tout le monde, les puissances, les grandes puissances sont en train de courir pour la chose, s'inquiètent. Il y a tous les jours, toutes les minutes, pratiquement, ils communiquent sur la chose. Quel intérêt ils ont à mentir à tout le monde? Aucun intérêt. Et quand, il y a quelques semaines, on pensait que l'Afrique est épargnée, on se rend compte aujourd'hui que nous sommes aussi concernés. Que les Africains peuvent bien avoir l'affection, que les Africains peuvent bien en mourir, parce que des pays limitrophes, fort heureusement, Bénin n'en a pas encore connu, on espère qu'on ne connaîtra pas de décès, mais les pays limitrophes, aller au Burkina, il y a des morts, aller au Togo, il y en a, ainsi de suite, même en Côte d'Ivoire, si je me trompe. Donc, c'est notre bataille à nous tous, nous pouvons la gagner si chacun y met du sien, si chacun respecte ce qui est dicté par le ministère de la Santé, ce qui est dicté par les gouvernements, les mesures prises pour notre survie. C'est de ça qu'il est question. Merci docteur, merci d'être venu apporter des clarifications pour quand même sensibiliser ceux-là qui continuent de banaliser cette pandémie du coronavirus. Madame, Monsieur, nous avons reçu sur Face à Face ce jour docteur Ghislain Santos. Il est médecin gynécologue et commissaire divisionnaire de police. Une fois encore, merci d'être venu. Merci Monsieur Maurice. Madame, Monsieur, je vous laisse donc en compagnie pour la suite de l'émission Matin d'Éden en compagnie de Natacha Kofi.